programme de forage pour favoriser l'accès à l'eau, à notre programme Academia à offrir un avenir financier prometteur aux jeunes Congolais. En 2023, avec Robank, Congolais ont relevé le défi. Robank, propulseur du dynamisme congolais. Robank, au-delà d'une banque. En 2023, avec Robank, les Congolais ont relevé le défi. Relever le défi pour faire face aux transformations majeures du secteur bancaire grâce à un total d'actifs solides, un nombre de dépôts en croissance, résultat net en croissance, des produits bancaires nets en augmentation, un nombre de transactions toujours plus important. Relever le défi pour faire face aux transformations majeures de l'économie du Congo grâce au renforcement régulier de la couverture en guichets automatiques, au soutien des plus grandes entreprises congolaises et des plus petites, mais aussi de notre relever la transition vers une économie un investissement toujours plus important pour rendre possible le lutte responsable. Financer les artistes et nos publics. Première banque du Congo a être proposé par Mastercard pour responsabiliser nos pairs. De la digitalisation à la mise en place les transactions non légalisées, un outil utilisé par plus du double de nos clients par rapport à 2022, au lancement du service web. Bonjour à tout le monde. Je suis Étienne Claude-Mapunda, directeur commercial à la Robank. Donc on avait fait une vidéo pour un peu résumer tout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand on parle de la Robank. Alors je vais être bref et aller sur l'essentiel des points. Donc hier on a déjà parlé du climat des affaires, donc je ne veux pas revenir dessus. Par contre, je vais vous parler de la Robank en bref, de quelques chiffres clés, un focus commercial sur nos activités, et à la fin, je parlerai du processus d'accompagnement et en particulier l'accompagnement des PME. Alors, quand on parle de Robank, quand je pose la question à certaines personnes, qu'est-ce qu'est la Robank ? Pour certains, nous sommes une institution financière comme toute autre. Pour d'autres, nous sommes une banque parmi tant d'autres. Mais pour nous qui travaillons à la Robank et pour nos partenaires, Robank, c'est plutôt une histoire, au-delà des transactions, c'est plutôt une histoire de confiance et de résilience durant ces 20 dernières années qui a réussi à s'imposer comme la première banque en République démocratique du Congo. Avec une centaine d'agences dans le pays, actifs sur 4 segments de marché, notamment les grandes entreprises et les grandes institutions, les petites et moyennes entreprises, la clientèle de particuliers déclinée en 2 pôles, donc il y a le mass market et puis il y a la clientèle VIP. C'est aussi 4 milliards d'épargne collectée en 2023 et c'est un financement à l'économie congolaise à hauteur de 1,8 milliard. Mais Robank, c'est aussi 1800 emplois créés. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour la diaspora. Je fais partie de ces 1800 employés qui avaient pris le risque à l'époque de quitter la diaspora pour entrer travailler en RDC. Donc, j'encourage mes frères, les étudiants que j'ai vus ici. Si vous avez des projets de revenir en RDC, je vous encourage et on pourra échanger et travailler ensemble sur ça. Donc, on parle de plus en plus également de la digitalisation. Donc, il y a le volet clientèle pour améliorer l'expérience client, donc faciliter les transactions, une rapidité dans les transactions, rendre les clients de plus en plus autonomes. Et aussi pour tout ce qui est paiement, certains paiements notamment de l'État, ça facilite notamment une certaine traçabilité des opérations et des taxes qui sont payées. Alors, en termes de chiffres, donc sur le total, donc je vais faire une comparaison pour vous montrer un peu le positionnement de la Robank, comparaison par rapport au secteur bancaire. Donc, les revenus du secteur bancaire en 2023 avoisinent à peu près 1 milliard de dollars, auquel la part de marché de la Robank est de 34%. Le profit de toutes les banques
avoisine 365 millions de dollars, Robank a 31% de part de marché. Le total des actifs des banques est à peu près à 16 milliards de dollars. Robank détient 29% de part de marché sur le total actif. Sur les dépôts, donc j'ai parlé de 11,6 milliards pour l'ensemble du secteur, donc Robank est à peu près à 32%. Et pour ce qui est de financement à l'économie congolaise, toutes les banques sont à peu près à 5,4 milliards et nous avons donc 27% de part de marché. Et sur les prêts non performants sur toute la République, nous en avons au moins pour 259 millions, auxquels Robank ne détient que 7% des prêts non performants. Donc à titre d'illustration, on a un portefeuille crédit à ce jour de 1,8 milliard et notre taux de défaut est de 3%. Alors cela veut dire une croissance en 2023 donc de 24% sur notre total actif, 21% de croissance sur nos fonds propres, 27% de croissance sur les dépôts, un total de prêts de portefeuille crédit qui a évolué avec une croissance de 23% et de revenus qui ont connu une croissance de 29% l'année dernière et un profit net qui a connu une croissance impressionnante de 78%. Alors là, je tiens à remercier évidemment nos clients qui nous font confiance et qui nous donnent de plus en plus de volume et de transactions. Révision en 2025, donc en 2024, donc on vise un total d'actifs, un total bilantaire de 6,2 milliards et un revenu bancaire qui devrait atteindre à peu près 530 millions de dollars. Alors, focus commercial. Je devais parler principalement des petites et moyennes entreprises, notre accompagnement aux petites et moyennes entreprises, mais je pensais qu'il était important de faire une transition par le corporate. C'est parce que de ce corporate, on peut générer toute une chaîne de valeur qui constitue au fait notre premier noyau des petites et moyennes entreprises. Évidemment, comme discuté hier, on a parlé du secteur minier, je n'y reviendrai pas. Mais l'un des marchés les plus importants, l'une des cibles les plus importantes de la banque, c'est notamment le secteur minier. Donc hier, on a parlé du principe de one-stop shop. Donc on se veut être comme le point d'entrée unique pour ces entreprises minières, qui quand elles arrivent, elles doivent investir, elles ont besoin de financement pour des besoins en fonds de roulement, pour financement d'équipements, pour construction d'usines, et évidemment, notamment pour les sous-traitants également. Donc on veut mettre en solution, on veut mettre en fait tout un paquet de solutions qui permet de driver au fait tous les revenus ou tous les flux vers une seule banque. Donc il y a l'accompagnement de l'entreprise minière en tant que telle, et puis il y a toute la chaîne de valeur. Alors la chaîne de valeur, c'est notamment les sous-traitants que l'on accompagne évidemment dans des financements, pour leur permettre au fait de prester leurs travaux dans les meilleurs délais vis-à-vis des entreprises minières. Et il y a aussi du renforcement de capacité. Donc on parle de plus en plus de petites et moyennes entreprises, il y a beaucoup d'informels en RDC. Donc on fait aussi du renforcement de capacité pour pouvoir ramener ces PME d'une étape, je dirais, embryonnaire ou informelle, pour les ramener vers le secteur formel et qu'elles soient quand même en ordre et qu'elles puissent être bancables. Évidemment, il y a une présence sur les sites miniers. Alors, notre portefeuille minier, c'est à peu près 30% sur l'ensemble du portefeuille minier, avec des encours crédits l'année dernière d'à peu près 600 millions sur les mines. Et la formation que j'avais passée, c'est que l'année dernière, on a été l'une des premières banques en RDC à pouvoir lever 200 millions de dollars pour pouvoir financer un projet minier. Le projet Kamoa, qui est en développement de sa 3e phase. Donc on a réussi en syndication avec certaines banques internationales de lever à peu près 250 millions. L'ambition est d'arriver à 450 millions. Alors, le deuxième secteur porteur sur lequel on est très actif également, c'est sur le secteur telco. On ne parle pas beaucoup de télécom. Donc il y a tout ce qui est mobile payment, il y a tout ce qui est les appels que vous connaissez, donc la partie GSM avec lesquels on travaille, mais il y a tout un nouveau dynamisme qui se crée à travers les paiements mobiles, l'argent électronique. Donc là on met en place tout un système d'automatisation de paiement
pour pouvoir en fait bancariser tous les super dealers, les revendeurs de ces entreprises telco. On fait du financement à ces entreprises, à ces revendeurs pour augmenter évidemment leur capacité d'achat auprès des telcos. Et on crée en fait tout un écosystème qui fait que ça génère évidemment des revenus, des dépôts qui permet ensuite de pouvoir financer l'économie nationale. Alors, ce sur lequel j'aimerais revenir. Donc, j'ai parlé de deux secteurs, notamment les mines et les télécoms. C'est les deux secteurs porteurs. Mais il y a plusieurs opportunités en RDC. On est aussi sur le secteur pétrolier. Donc, on finance pas mal les importateurs de produits pétroliers. Et le fait que je me trouve ici à Genève, en Suisse, donc je sais qu'il y a beaucoup de... à Berne et en Suisse. Donc je sais qu'il y a beaucoup de traders ici. On a pas mal de clients en RDC qui font leurs importations, notamment avec certains traders ici, qui sont basés ici. Je peux citer Glencore, je peux citer Augusta, Adax, enfin, ils sont nombreux. Et donc là aussi, on met en place certains instruments qui permettent de faciliter ces importations. Donc notamment par des ouvertures de crédits documentaires, par des produits de tierce détention qui rassurent au fait le fournisseur qui est en Europe. Bien qu'il y ait un crédit documentaire qui puisse être ouvert, mais il y a aussi un contrôle du stock qui est livré en RDC et on contrôle la vente B2B, c'est-à-dire on sécurise et l'importateur et le revendeur qui se trouve sur place en RDC. Alors il y a aussi la grande distribution que je n'ai pas repris dans ces slides, il y a tout ce qui est construction, comme vous le savez il y a un grand défi, un grand challenge en termes d'infrastructure en RDC. C'est un pays-continent, donc il y a beaucoup qui doivent être faits, il y a beaucoup de choses qui doivent être construites. Donc là aussi, on commence de plus en plus à accompagner pas mal de projets qui se mettent en route. Donc c'est aussi des voies, des opportunités à pouvoir exploiter. Alors, je ne vais peut-être pas parler de tous les secteurs d'activité sur lesquels on est actif, mais je vous ai donné quelques points, c'est pour donner des orientations. La plupart du temps, quand on parle des petites et moyennes entreprises en RDC, les gens ont tendance toujours à voir le commerce général. Au-delà du commerce général, il y a plusieurs secteurs d'activité sur lesquels vous pouvez intervenir. Il y a le secteur minier, qui nécessite certaines expertises. Merci. Il y a le secteur minier, qui nécessite certaines expertises. Il y a une loi qui a été mise en place sur la sous-traitance, donc il y a des opportunités qui se créent. Encore une fois, je lance un appel aux amis de la diaspora ici. On est venu apprendre un savoir. Il serait peut-être temps de voir comment mettre ce savoir à profit dans le pays. Les entreprises minières sont demandeurs. Vous pouvez avoir des idées de lancer un business. On pourrait vous aider, on pourrait vous dire quels sont les domaines sur lesquels vous pouvez peut-être investir, réfléchir. Donc on parle de plus en plus d'électricité. Il y a un déficit énergétique en RDC. Les entreprises minières ont besoin de l'énergie pour pouvoir produire. On parle des intrants miniers, donc tout ce qui est importation d'intrants miniers, on parle d'acide sulfurique et pas mal de choses qui peuvent être faites aussi. Vous pouvez faire des importations de ces produits-là à livrer au secteur minier. Il y a toute la chaîne logistique. Vous pouvez vous dire, je me positionne sur la logistique des entreprises minières. Donc il y a pas mal d'opportunités. Donc dans différents secteurs, il y a pas mal d'opportunités qui pourraient être exploitées. Alors l'avantage, c'est que quand vous avez déjà un contrat avec ces grandes entreprises, et ça c'est la première catégorie au fait des petites et moyennes entreprises qu'on accompagne, c'est ce qu'on appelle des sub-corporates. Des gens qui sont formalisés, des gens qui ont un contrat ou qui ont des bons de commande ou qui ont une relation régulière avec des grandes entreprises de la place. Ceux-là ont un peu plus de crédibilité, ou je dirais un peu plus d'avantages quand ils viennent vers les banques. Donc c'est important que vous puissiez quand même avoir ça à l'esprit. Alors nos interventions peuvent être faites sous forme d'avance facture ou d'avance de bon de commande. Ça peut être des financements pour besoin de fonds de roulement. Ça peut être des découvertes ponctuelles pour des besoins urgents. Ça peut être du financement d'équipement, donc qui peut être un prêt allant de 12 à 36 mois en fonction du besoin, en fonction du projet qui est présenté. Ça peut être aussi des escomptes d'effets, mais il y a un point que j'aimerais ajouter aussi, il peut y avoir des entreprises qui n'ont pas suffisamment de garanties à présenter dans les banques, et là ça devient intéressant, on a mis en place au fait des produits de leasing.
Donc le leasing, ça vous permet, en réalité, c'est du crédit bail. Donc ça vous permet d'avoir un équipement et vous donner la possibilité en location, en fait, et ça vous donne la possibilité de la racheter à la valeur résiduelle au terme de l'échéance. Alors, la même chose aussi, une offre spéciale pour les particuliers. Donc, notre première cible, évidemment, c'est les salariés de ces entreprises corporate qui sont avec nous, les salariés de ces PME qui sont avec nous, parce que l'ambition, quand on recrute une PME, comme je l'ai dit, on veut la prendre à une étape embryonnaire et en faire vraiment une grosse structure. Et cette grosse structure, à un moment, devra créer de l'emploi et ces employés, évidemment, on les bancarise et on les accompagne aussi en termes de financement. Alors, très rapidement pour gagner en temps, donc on travaille avec différentes banques de développement, notamment le AFC du groupe Banque mondiale, le Fonds de promotion de microfinance, la Banque africaine de développement, la Trade Development Bank, la BAD, l'African Guarantee. Tous ces partenariats, en fait, nous permettent, on a accès à des lignes de financement avec ces organismes. Donc il y a trois volets. Donc il y a les accès à des lignes de financement qui nous permettent ensuite d'agir sur des maturités un peu plus longues en termes de prêts. Comme vous le savez, au Congo, la plupart, les ressources principales pour faire du crédit, ce sont les dépôts des clients. Et les dépôts des clients, malheureusement en RDC, sont exigibles à tout moment car c'est sur du très court terme. Donc c'est comme ça qu'on se retourne vers des banques de développement pour pouvoir avoir accès à des lignes de financement et pouvoir agir sur des maturités un peu plus longues et pouvoir vraiment accompagner et booster au fait l'activité PME. C'est aussi des programmes d'assistance technique qui nous permet un peu de repenser au fait notre façon de travailler, d'améliorer un peu, je dirais, le professionnalisme du staff en charge des PME. Il y a un troisième volet aussi qui est important, c'est des produits de couverture des portefeuilles crédit. Donc pour les PME qui n'ont pas suffisamment de garantie, donc on a des instruments qui permettent au fait d'accompagner ces PME pour qu'elles puissent être éligibles et qu'elles puissent avoir facilement accès au crédit. Et il y a des secteurs sur lesquels on est, je dirais, preneur. Donc notamment l'entrepreneuriat féminin, on agit beaucoup, notamment sur tout ce qui est l'entrepreneuriat des jeunes. On les accompagne aussi, et tout ce qui est un peu les nouvelles tendances, tout ce qui est énergie verte, tout ce qui est crédit carbone. Donc là, on a également, donc je disais à un confrère hier ici dans la salle, on a également un budget pour accompagner au fait tous ces projets-là. Donc pour l'instant, on a 20 millions de dollars pour tout ce qui est projet d'électrification, tout ce qui est projet solaire, hydroélectricité. Donc c'est des projets sur lesquels on est vraiment preneur et sur lesquels on a vraiment des KPI et on aimerait vraiment pouvoir accompagner. Alors, c'est ceci pour vous donner un peu une indication. Quand on dit que les banques au Congo n'accompagnent pas les petites et moyennes entreprises, ben les chiffres parlent les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, en décembre 2020, 63 millions d'encours sur les PME. 3 ans après, aujourd'hui, on est à 157 millions. Donc, c'est pour vous dire, tous les instruments que l'on met en place nous a permis d'aller vraiment de manière volontaire, au fait, de manière un peu plus proactif au fait sur cette clientèle de PME. Alors, tout au long de la présentation, il y a différents produits que l'on peut proposer aux petites et moyennes entreprises, mais je crois que je ne vais pas passer en détail sur ces points-là, pour question du temps, mais on pourra répondre à des questions. Mais là où j'aimerais vraiment encourager, c'est que souvent, on a l'impression, on a une perception des banques au Congo, on se dit, les banques ne prêtent qu'aux riches. Et c'est le message un peu que je disais hier, ce n'est pas vrai. Donc le banquier, c'est comme un médecin. Quand on est malade, on va chez le médecin, on dit tout au médecin. Même ce qu'on n'a pas envie de dire, on dit tout. Ça reste entre le médecin et le malade. Et c'est à ce moment-là que le médecin donne un traitement approprié. Le banquier, c'est la même chose. Quand vous venez chez un banquier, expliquez votre problème en toute transparence et il vous donnera une solution adaptée. Peut-être que là où vous étiez venu pour un prêt de 1 an, peut-être que le banquier vous dira « 1 an, je pense que ça n'ira pas, allons-y plutôt sur 4 ans ». Donc, en termes d'accompagnement, ce qu'on regarde, c'est le profil de l'entrepreneur, la capacité de remboursement, donc basé sur les états financiers, basé sur les flux financiers qui passent à travers les banques,
L'informel, nous n'aimons pas trop. Nous préférons toutes les transactions qui sont traçables et évidemment les garanties qui sont proposées. Donc voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Question d'être dans le thème. S'il y a des questions, je serai disposé à répondre. Est-ce qu'on réserve les questions pour la fin? Bon, ça. Merci beaucoup. J'ai vu mon confrère, Maître Condé, hocher la tête lorsque vous avez parlé du fait qu'au Congo, finalement, le Congolais est beaucoup dans l'informel. Vous l'avez certainement appris hier, donc plus de la moitié des entreprises en Suisse sont des réseaux individuels. Ma question à Maître Condé, c'est comment on marche la sécurité juridique de cet informel, parce que l'avantage de la Suisse, c'est parce que même en étant en réseau individuel, on se sent armé pour pouvoir conduire ses affaires. Comment ça se passe au Congo? Bien, estimés confrères, merci pour la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Bien, je sollicite votre indulgence, je vais parler assis, parce que j'ai chopé une grippe depuis mercredi. Je crois avoir avalé une pollen à Bruxelles, j'ai chopé une grippe. Donc, accordez-moi votre indulgence pour que je parle assis, contrairement à monsieur Laban qui était debout. Une brève présentation de ma modeste personne. Je suis monsieur Condé Jean Bosco, avocat au barreau de Kinshasa, ancien magistrat. Déjà en 1991, j'étais magistrat. 1991, j'étais magistrat au Congo. Jusqu'en 2005, que j'ai quitté moi-même la magistrature pour changer le fils d'épaule, je suis allé au barreau. Et c'est depuis 2006 que je suis au barreau jusqu'à ce jour. J'ai comme spécialité droit des affaires et fiscalité, que je fête à l'USC de Paris 2. Et de ce fait, je suis aussi chef des travaux, donc l'équivalent des maîtres de conférences à l'USC de Kinshasa, faculté des droits et des sciences économiques et dans d'autres universités privées, où j'enseigne les droits des affaires et la fiscalité. C'est donc ça ma modeste présentation. Je vais parler non seulement de la sécurité juridique, mais aussi de la sécurité judiciaire. Hier, on a beaucoup parlé du climat des affaires. Beaucoup. Laissez-moi vous dire que le climat des affaires a pour socle les deux axes sécuritaires, sécurité judiciaire et sécurité juridique. On va essayer d'y réfléchir. J'adopte un style, on va parler comme à la case de nos grands-parents à l'époque, où on racontait des histoires. Avant d'introduire mon sujet, je voudrais rappeler quelque chose de très important. Les économistes disent que l'argent n'aime pas les bruits. L'argent n'aime pas les bruits. Et nous, les juristes, nous disons, l'argent n'aime pas les tumultes. L'argent, donc les investissements, n'aime pas les embrouilles et les tumultes. Je ne vois pas cet investisseur sérieux qui amènera son argent là où il y a beaucoup de tumultes. Il ne fera pas. Donc voilà pourquoi l'amélioration du climat des affaires dans notre pays, c'est quelque chose de très important. Très, très important. Pour que nous fassions venir les investisseurs, parce qu'ils se sentiront à l'aise. Donc je m'adresse particulièrement à nos amis de la diaspora qui ont beaucoup d'ambition pour venir investir au pays, et de surcroît aux investisseurs suisses qui auront certainement les échos de ces assises et qui chercheront à venir investir au Congo. Le Congo, notre pays, qui accorde beaucoup de potentialités d'investissement, beaucoup, dans divers domaines. Pas seulement les mines et les pétroles, mais les domaines sont très, très, très divers. Commençons par la sécurité juridique, comme mon estimé confrère a dit. Qu'est-ce qu'il faut entendre par sécurité juridique des affaires en RDC? Bien, dans une entreprise,
il y a ce qu'on appelle le commerce juridique. Donc la gestion de toutes les questions de droit qui se traitent en interne et qui ne vont jamais au tribunal. C'est ça le côté juridique du commerce que nous avons dans nos entreprises. Et lorsqu'un entrepreneur vient, je voudrais vraiment être pratique. Vous allez venir au pays, chers frères de la diaspora, mais vous devez savoir par où commencer. Parce qu'une entreprise, c'est comme un bébé qui doit naître. Et nous les hommes, nous naissons à la maternité. Mais l'entreprise, parce qu'une entreprise c'est une personne morale de droit. Nous sommes des personnes physiques. Mais une entreprise c'est une personne comme nous, mais morale. Qui peut commercer, qui peut avoir des biens, des comptes bancaires et tout. Des véhicules, des immeubles à son nom. Donc une entreprise c'est une personne aussi, comme nous. Mais seulement une personne morale. Alors, cette personne morale, où est-ce qu'elle doit naître? Voilà au moins l'information que nos amis de la diaspora doivent avoir. Quand vous venez au pays, pour investir dans tel ou tel autre domaine, je pense que vous devez commencer par créer une société. Et pour ce faire, vous devez contacter un cabinet d'avocats. Parce que pour créer votre société, il faut que quelqu'un vous rédige des statuts. L'acte de naissance d'une société, c'est les statuts. On n'a pas toujours au pluriel. Les statuts là, évitez d'aller chez les charlatans, parce qu'il va vous faire du copier-coller. Il prend à gauche, à droite les statuts de plusieurs sociétés, il fait du copier-coller, vous donne ça, et votre entreprise va naître déjà avec des tares congénitales, que l'on appelle des atavismes. Et lorsque vous devez chercher, parce que chaque problème à résoudre, vous allez vous référer au statut. Or, si on ne doit pas faire des bons statuts, vous naissez déjà bloqué. Il y a beaucoup de problèmes que vous ne saurez jamais résoudre. Donc il faut éviter d'aller chez les charlatans, à chacun son travail. Vous connaissez bien nos frères, beaucoup se présentent même comme avocats alors qu'ils ne le sont pas. J'ai vu beaucoup d'avocats ici dans la salle qui viennent de Kinshasa. J'espère qu'ils ont donné leur carte aux conférenciers pour qu'une fois à Kinshasa, qu'ils vous contactent, qu'ils nous contactent, qu'ils contactent aussi les autres cabinets qui sont là. Mais je vous conseille d'aller vraiment vers les avocats pour éviter de naître déjà avec des problèmes. Contraire, si on peut me permettre juste qu'on reste vraiment dans cette partie. Nous sommes dans la sécurité. Et je oui. vous pose déjà une question parce qu'on va faire. Excusez-moi, confrère. Oui. Je remercie les organisateurs parce que mon panel a été dissous. Moi, je devais parler de la sécurité juridique et judiciaire des affaires. C'est pour ça que j'ai quitté le Congo. Alors, mon panel a été dissous parce qu'il y a des gens qui sont partis. Et je remercie le président qui m'a récupéré dans ces panels. Oui. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, si j'ai bien compris, au Congo, il n'est pas possible de faire des affaires si vous n'avez pas créé une société. Non. Au Congo, on peut faire des affaires soit comme société, et soit comme commerçant personne physique. Et pour aller droit au but, lorsque l'avocat vous crée la société, il va s'adresser à une structure très importante. C'est là que nous disons qu'il y a eu une évolution réelle de la sécurité juridique des affaires au Congo. Il a été créé le guichet unique de création des entreprises. Parce que, avant le guichet unique, les gens faisaient 2-3 mois pour obtenir les registres de commerce. 2-3 mois, 2-3 ans. Et puis vous ne savez même pas, 2-3 mois, vous ne savez même pas ce qu'il faut payer. Et les charlatans en profitaient pour vous arnaquer. Mais aujourd'hui, quand vous allez au guichet unique de création d'entreprise, il est affiché, même quand vous entrez dans leur site, il est affiché, pour les sociétés, il faut payer $120 seulement. $120. Et pour les personnes physiques, il faut payer $40. Et quand vous faites ces formalités-là, 72 heures après, vous avez votre société clé en main. Et ce qui est intéressant, vous avez les registres des commerces, qu'on appelle aujourd'hui RCCM, registre des commerces et des crédits immobiliers, parce que nous sommes dans le système ROADA. Vous avez l'identification nationale qu'il fallait chercher au ministère de l'économie pendant 2-3 mois, et on vous tournait en bourrique. 2-3 mois, vous payez aujourd'hui, vous payez demain. Et puis tous les autres documents, notamment les numéros d'impôt. Parce qu'une entreprise qui vient, on doit l'identifier par le fisc. Mais à l'époque, il fallait aller à la DGI, ex-DGC, et on vous demandait de payer de l'argent. Vous qui venez vous faire identifier pour payer les impôts, on vous demande de payer de l'argent pour avoir les numéros d'impôt. Aujourd'hui, c'est le guichet qui vous donne tout ça.
même votre adhésion à la caisse qu'on appelle CNSS, et même cette histoire des formations professionnelles. Donc vous avez tous ces documents-là en un seul lieu, en 72 heures. C'est une évolution très significative de la sécurité juridique des affaires au Congo. Et à côté de ces guichets uniques de création d'entreprise, vous avez les guichets uniques du commerce extérieur qui regroupent tout, notamment la douane, ceci, cela. Vous payez à un guichet. À l'époque, il fallait faire une semaine, 2 pour dédouaner quelque chose, en matière notamment au port. Mais comme on a regroupé ça, vous le faites en un temps record. Donc, les investisseurs, parfois on ne sait pas, mais je vous informe que la sécurité juridique des affaires au Congo est devenue une réalité. Je vous épargne d'autres réalités que vous allez découvrir peut-être sur Internet et tout. Passons rapidement du côté de la sécurité judiciaire, pour ne pas prendre trop de temps. Comme j'ai dit, la sécurité judiciaire, c'est maintenant les affaires d'une société lors de son existence qui partaient en justice. Parce que même nous les hommes, dans notre existence, nous avons parfois des problèmes qui nous amènent en justice. Les entreprises, c'est la même façon. Vous avez parfois des soucis qui vous amèneront en justice. De ces organisateurs me font comme ça. Je crois qu'on est très serré en termes de temps. Voilà, peut-être on reviendra. Ok, je m'incline. Merci beaucoup. Merci de votre compréhension. Alors, je me permets maintenant de passer à Madame Esther. On vous a parlé tout à l'heure d'une success story avec Hit, Kivu Hit. Donc, je vous cède la parole. Présentez. Bonjour tout le monde. En espérant que vous allez bien. Donc, je vais présenter mon entreprise. Comme on l'a dit, c'est Success Story, mais aussi mon parcours en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur au Congo. Donc, je vais faire un background sur moi. Voilà. Donc, je m'appelle Esther, je suis de l'Est de la République démocratique du Congo, Goma. J'ai commencé, avant de commencer mon entreprise, je fais un background sur moi. J'ai quitté Goma à l'âge de 10 ans et demi et je suis allée vivre en Ouganda et après au Kenya. Et pour faire mes études universitaires, je suis venue ici en Suisse où j'ai fait l'hôtellerie et tourisme. Et comme vous le voyez, là j'ai fini en 2019, j'ai un bachelor degree en hôtellerie et tourisme. Et après, je suis allée faire un master en agriculture durable et sécurité alimentaire en Angleterre. Et malheureusement, en 2020, je suis, pas malheureusement, retournée au Congo, mais en 2020, on avait le Covid qui affectait tout le monde. Et donc, je suis rentrée au Congo jusqu'en 2024 présentement. Et en 2020, j'ai ouvert mon entreprise Kivu Group Service. Donc, Kivu Group Service, c'est une entreprise qui œuvre dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, hospitality, l'hôtellerie, pisciculture et retail. Donc,